Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le procès de l'attaque du 2e bataillon d'Abobo, 20 ans de prison requis contre Damana Picasse. Nous en parlons dans cette émission et ensuite nous aurons à analyser l'affaire, la fusillade qui a eu lieu donc autour d'un fumoir. Plusieurs policiers impliqués, mis aux arrêts et déférés. Et avant d'aller donc retrouver Isabelle Vauvor pour le journal, nous aurons à regarder avec vous et avec nos chroniqueurs l'explosion d'une voiture devant le siège du COJEP. Que sait-on de cet incident? Seconde partie, nous parlerons avec Mylène Amon, nous parlons de Mylène Amon qui vise un record Guinness avec 150 portraits en Papy Art. Et pour terminer, nous aurons à réagir sur la plateforme de sécurisation et de digitalisation des actes de justice. Quel enjeu avec Ogé Kadé Seoulou, coordonnateur des projets digitaux au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci de votre fidélité à ce programme. Nous sommes le jeudi 6 février 2025. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout en Côte d'Ivoire et même dans le monde entier. Merci d'être avec nous sur Live TV et puis sur le digital. Nos amis ce soir qui nous accompagnent pour analyser l'actualité nationale. Nous avons Sarah Wadili Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir chère Christelle, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir à tous. Marius Komoé, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Élisée Bouloubeuf, merci. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis sur le plateau, bonsoir chers téléspectateurs. Alors, nous le disions à l'entame de notre temps d'antenne, 20 ans de prison requis contre Damana Picasse. Alors, son procès et de ses co-accusés dans l'affaire de l'attaque du 2e bataillon projetable d'Abobo a connu donc un rebondissement aujourd'hui. Mardi 4 février, 20 ans de prison ont été requis contre l'accusé. Élisée Bouloube, faisons un plan de situation. Quels sont les faits qui sont reprochés à Damana Picasse? Bon, déjà, il faut comme vous l'avez dit, signifier que le bataillon projetable d'Abobo à Nonkwa-Kouté a été à l'origine, ou du moins a été la cible d'une attaque armée dans la nuit du 20 au 21 avril 2021. Et ça avait occasionné le décès de 4 personnes qui faisaient partie de l'équipe des assaillants. Et parmi ces 4 personnes, il avait été retrouvé 3 Libériens donc, qui ont été tués. Et à la suite des investigations qui ont été menées et des instructions qui ont été ouvertes, il s'est avéré que M. Damana Picasse a été cité comme étant, ça c'est les propos du procureur de la République, qui a cité un certain Eni, qui aurait rendu ce témoignage-là, qui aurait donc été cité comme le principal financier de cette opération, dont la finalité était de renverser le régime. C'est ce que le procureur a dit en tout cas. Donc à l'issue du procès, le procureur a requis en fait 20 ans de prison contre lui. Les charges, bien évidemment, atteintes à la sécurité de l'État et tous les autres corollaires qui vont avec. Comme je le dis, ce n'est qu'un réquisitoire. On attend donc le verdict du tribunal qui est prévu pour le 12 février prochain. Très bien. Quand on finit de dire ça, Élisée, votre commentaire et analyse maintenant sur le sujet. Bon, moi, je retiens juste qu'au regard de la situation sociopolitique actuelle, ce n'est pas une situation qui est de nature à favoriser la sérénité. Comment cela? Ça, c'est clair, parce que déjà, il y a, depuis un certain temps, dans le débat politique, on entend parler de la question de la révision qui semble cristalliser les positions. On entend parler du processus électoral qui a tendance plus ou moins aujourd'hui à cristalliser un peu l'attention. Et l'opposition qui se plaint d'un certain nombre de choses et même qui, pour certains, projetterait des manifestations, venir encore avec un procès où un de ces cadres, des cadres du PPACI notamment, je crois le 2e vice-président, est accusé et pourrait probablement, si le tribunal suivait, si les juges suivaient le réquisitoire du procureur, prendre 20 ans de prison ferme. Je pense que c'est quelque chose qui va encore peut-être attiser plus l'attention. Moi, c'est déjà le premier commentaire que je fais. Maintenant, toujours est-il que je note que c'est un procès. Je pense que les différentes parties ont eu l'opportunité, l'occasion de défendre leur position, de présenter leurs éléments de preuve, leurs arguments. Et la défense, certainement, a eu aussi à apporter ces éléments. Et à l'issue du procès, on attend donc le verdict. Comme je le dis, c'est un procès, mais comme je le note, pour moi, c'est pas quelque chose qui tombe, je dis bien, en cette période-là,
Aujourd'hui, on a besoin vraiment d'aller un peu à la sérénité. C'est une réalité. Maintenant, je pense que je serai beaucoup plus à l'aise d'approfondir mon intervention quand on sera vraiment au verdict final. Parce que le verdict final, on attend le 12, c'est-à-dire le mardi prochain. Si effectivement les charges sont confirmées et que la condamnation est confirmée par la justice, on pourra être plus à l'aise de spéculer dessus. Mais déjà dans la forme, je me dis que l'une des choses qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu procès. Moi, je pense que déjà c'est une bonne chose. Ça a été une occasion, j'estime, pour les différentes parties de développer leurs éléments de preuve à l'issue duquel le juge est très à l'aise de prendre la décision finale. Donc ça, c'est déjà pour moi quelque chose qu'il faut saluer. Maintenant, est-ce qu'il est coupable ou n'est pas coupable? Comme je le dis, là, il revient à la justice de statuer là-dessus. On pourra être plus à l'aise après, quand le verdict final sera tombé, de vraiment le commenter en profondeur. Merci. Marius Komoé, quel est votre commentaire justement vis-à-vis de l'implication donc présumée d'Amana Picas? Il aurait été donc le financier de cette attaque-là d'Abobo, du camp militaire d'Abobo, les 20 et 21 avril 2021. Marius Komoé. Non, moi, quand on dit qu'il a financé vraiment une telle attaque, je me demande où ce monsieur trouverait cet argent, parce que je me rappelle que dès son retour d'exil en 2021, Damana Picas annonçait à qui voulait l'entendre et devant des médias qu'il est parti en exil avec sa famille, avec ses enfants, car il était en danger avec les siens en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il a vécu là-bas, en exil, il ne le souhaite même pas à son pire ennemi. Et il a même dépeint la situation délétère, la situation difficile, la situation vraiment qu'aucun humain ne devrait pouvoir vivre en exil. Alors, un tel individu qui a traversé des vertes et des pas mûres en plein exil, où trouverait-il les moyens nécessaires pour financer justement une telle attaque? Parce que financer une telle attaque sous-entend disposer de moyens financiers pour acheter des armes, pour d'abord recruter des gens. À quel moment ce monsieur-là, qui croulait sous le poids de la misère à Accra, a pu trouver, d'abord même quand il était sous le régime du président Gbagbo, il n'a été pas cité parmi les riches de la Côte d'Ivoire. Et je ne me souviens pas que M. Damana Picas est un homme qui véritablement roulait sous une fortune. Il n'a jamais eu de fortune. On ne nous fait pas la preuve de ses fortunes. Ce sera apparemment un témoignage qu'il accuserait justement, tel qu'Élysée nous le présentait. Écoutez, moi je puis dire, et Élysée a été vraiment très sage en la matière, et je pense que nous devrons en appeler au sens de responsabilité de nos gouvernants. Et nous savons qu'ils sont assez responsables. Et nous faisons confiance en nos gouvernants sur cette volonté de tourner la page de la crise de post-électorale de 2011. Monsieur Damana Picas, il a dit, est un vice-président du PPACI. Aujourd'hui, condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme, si cela venait à être la volonté des magistrats, ajouterait un plus à la crise politique qui déjà secoue le pays avec la non-inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Au demeurant, les chefs d'accusation qui ont été portés contre l'individu, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, assassinat, mercenariat et détention illégale d'armes à feu, ça fait beaucoup pour un individu qui n'a jamais tué une mouche. Alors, Marius, comme vous parliez de faire tourner le dos à la crise post-électorale de 2011. Oui. Les faits reprochés ici ne sont pas ceux de la crise post-électorale. En effet. On parle de l'attaque qui a eu lieu donc, les 20 et 21 avril 2021, justement. Je l'ai dit parce que... Pourquoi vous faites cette corrélation avec la crise post-électorale? Nous avons été acteurs, nous avons assisté à la vie politique de ce pays de ces 10-20 dernières années, voire ces 30, en tout cas pour des gens comme nous qui avons vécu toute notre vie dans notre pays, nous suivons l'actualité politique depuis notre naissance, depuis que nous avons eu quand même le sens de discernement. Et je puis dire qu'au regard du cas de Damana Picas, on se rappelle ce que M. Damana Picas a eu à poser comme acte en 2011 lors du décompte des voix et qui a fait grincer beaucoup de dents. Et donc, si c'est sur, nous disons que si c'est sur ces bases-là, je rappelle aussi que le président de la République lui-même, le chef de l'État, en a appelé au sens de responsabilité de son
des cadres de son parti politique. Il a même demandé à tous les exilés de rentrer. Et c'est sur cette base que M. Damanan Picasse est rentré en Côte d'Ivoire. Mais quand il n'est pas rentré seul, il est rentré avec M. Katina Koné et bien d'autres cadres du Front populaire d'hier, devenu aujourd'hui PPACI. Et même quand ils sont arrivés, ils ont été rétablis dans leurs fonctions. M. Katina Koné a été rétabli dans ses fonctions à la fonction publique. M. Damanan Picasse également. Comment des gens qui ont tenté de faire justement une telle action sur un camp militaire ont été rétablis dans leurs fonctions en tant que fonctionnaires? C'est des interrogations que nous nous posons. Je dis, je demande pardon. Allons-y à la paix. 2025, c'est très proche et nous ne voulons pas du tout que nos hommes politiques nous conduisent ou conduisent les nôtres, nos parents à la mort, nos enfants, nos petits frères à la mort. Il faut créer les conditions d'une élection saine, d'une élection apaisée. Cessons les crises en utilisant ou en instrumentalisant la justice. J'ai dit. Alors, vous avez écouté les propos de Marius Komoé qui estime que lorsqu'on parle de faire venir les exilés, on ne devrait plus parler de justice, Sarah. Et que cette condamnation, si toutefois le réquisitoire du procureur est suivi, pourrait créer des difficultés dans le pays. Votre avis, Sarah? Je trouve que c'est une situation quand même assez délicate vis-à-vis du calendrier qui est très sensible, comme le disait déjà Marius. En octobre, voilà, on a les élections présidentielles. C'est un procès dont l'issue, la décision finale va certainement faire beaucoup de bruit. On parle d'une peine quand même de quasiment 20 ans. Donc si elle est confirmée, un réquisitoire. Hein, c'est un réquisitoire, tout à fait. Mais c'est ce qui est proposé. En tout cas, à la suite de cela, quand le procès aura lieu, si la décision est contestée, les gens iront en appel, etc. Donc ça fera traîner les choses potentiellement jusqu'à cette date qui est sensible. Donc on parle quand même d'une peine potentiellement lourde. Le procureur a requis voilà, plus de 20 ans, 10 millions je pense d'amende. Les accusations sont aussi lourdes. On parle d'atteinte à la sûreté de l'État, de tentative de renversement du régime. C'est des accusations qui sont quand même très lourdes. À mon sens, et c'est mon opinion, hein, j'ai plusieurs points sur ce sujet, mais le premier point qui est, je pense, le plus important, c'est que la justice devra plus aujourd'hui qu'hier, surtout qu'il s'agit d'hommes politiques, hein, de partis d'opposition, montrer, j'ai envie de dire, bon, je fais attention aux mots que j'utilise, mais son indépendance. Elle est indépendante, effectivement, mais il sera super important dans ce cas de figure je veux dire que tous les éléments de preuve soient solides. Tout le monde en aura besoin pour éviter justement toute contestation future. L'une des contestations qu'on peut déjà voir venir, c'est une justice instrumentalisée, un acharnement judiciaire sur un parti, enfin sur un homme politique d'une grande importance quand même, PACI. Selon vous, ça pourrait être perçu comme ça? Alors ça pourrait être perçu comme ça si justement on ne comprend pas la décision et si les éléments de preuve ne sont pas assez solides. Très bien. Car derrière tout ça, qu'est-ce qui pourrait se passer? Un appel à des manifestations, etc. On connaît la suite. Donc, il faut éviter que ce procès, à mon sens, soit déclencheur de quelques crises que ce soit. Quand on entend, vous savez, le procureur dire, alors je le cite, nous voulons lancer un message fort aux personnes qui seraient tentées de troubler l'ordre public ou porter atteinte aux institutions de la République. J'ai envie de dire, l'objectif primaire ne devrait pas être d'envoyer un message fort, mais de faire justice. C'est votre point de vue. Herman, commentaire et analyse justement de cette situation. On a déjà le point de situation. Élysée a donné les faits reprochés et comment ça s'est passé. Selon en tout cas le réquisitoire du procureur, il demande 20 ans de prison contre Adama Diapikas. Votre commentaire? Moi, ça me fait rigoler. Pourquoi? Ça me fait rigoler. C'est vrai qu'on est juste à l'étape de la réquisition du procureur de la République. C'est lui, il peut demander à ce que le tribunal condamne à 20 ans, voire 100 ans de prison qui il veut, puisque c'est lui qui charge les accusés. Ça me fait sourire parce que tout à l'heure, Marius et Sarah ont parlé de la gravité des charges. Ça me fait sourire parce que j'ai connu des charges plus graves que ça, moi-même. Atteinte à la sûreté de l'État, constitution de bandes armées, xénophobie, Vous pensez qu'il y a une ressemblance? C'est les mêmes. J'appelle ça la litanie des charges contre des acteurs politiques de l'opposition. Ça, on en voit partout en Afrique.
Et regardez, quelqu'un qui est revenu des deals, on lui reproche, il est revenu des deals, je crois, en 2021. 2023. C'est en 2021 les faits ont eu lieu. Les faits ont eu lieu. Mais il est revenu des deals. Marius a dit tout à l'heure, c'est le gouvernement ivoirien qui a appelé à ce que les gens viennent et qui a organisé le retour de certains, qui les a même réintégrés. Mais les gros criminels, avec ces charges-là, on les cherche par coopération mais avec les États dans lesquels ils se réfugient. On cherche à les voir pour pouvoir les emmener à accepter. Mais on ne les laisse pas en liberté provisoire. Les faits sont tellement graves, on les laisse en liberté provisoire. Ça veut dire que même la justice qui laisse ces délinquants-là, on pourrait le dire ainsi, en liberté provisoire, ne croit même pas à leur charge. Donc finalement, on va aller à un procès, comment on appelle, au verdict. Sûrement, on va les condamner à 20 ans. On n'en est pas encore là. On voit un peu, c'est comme ça que ça se passe. Les Blé Goudé sont chargés à 20 années, les Laurent Gbagbo sont chargés à 20 années, mais ce soir, ils vont manger leur loco soukoué et ceci, cela. Ça veut dire que finalement, la collusion de l'exécutif avec la justice, elle est frappante. Selon vous, Herman, oui, vous pensez qu'il y a une selon collusion? moi, bien souvent et malheureusement, quand il s'agit des acteurs politiques, les magistrats, souvent, n'ont pas forcément la bonne lecture. J'espère que l'instruction a fouillé et a refouillé tous ces aspects et que le verdict qui sera prononcé va refléter la vérité des faits et non pas une complaisance ou bien suivre un agenda politique caché. Pour terminer, puis on passe à Élysée. Donc, rapidement, pour terminer là, Marius a fait une bonne conclusion. Très bien, Herman. Permettons à ce qu'il y ait des élections apaisées. Laissons les petits calculs politiques et allons sereinement à l'élection. Faisons en sorte que le jeu soit franc, sincère, inclusif et que ceux qui sont intéressés, tous citoyens, selon la Constitution, se présentent et que le meilleur gagne. Élysée Boloube, alors est-ce que Herman a parlé d'élections apaisées? Le gouvernement a rassuré qu'il travaillerait justement à ce que nous ayons en octobre 2025, des élections apaisées. Mais in fine au total, sur ce sujet-là, quel commentaire pour terminer? Vous avez demandé la parole. Oui, moi je demande la parole à la suite de tout ce qui était en train de dire. Moi, je l'ai dit tout à l'heure en entame de mes propos, je pense qu'on ne va pas vite aller en besogne. On va attendre le verdict des magistrats à l'issue duquel on pourrait parler. Mais moi, je pense qu'il y a quelques commentaires qu'il convient de faire. Et c'est dommage, mais c'est ce que j'ai dit toujours sur ce plateau ici. Moi, je dis, j'ai aucun problème avec qu'il soit cadre du PDCI, du PPAC, du RHDP. Ça ne m'intéresse pas. Le fait qu'il appartienne à un parti politique, qu'il soit cadre ou pas, ne l'exempte pas un acteur politique de poursuite judiciaire si tant est que il y a des preuves établies de son engagement dans une affaire. Ça, moi j'ai aucun problème avec. C'est-à-dire, si c'est établi, mais attends, au nom de quoi les politiques doivent, eux, être exemptés? Et puis les citoyens lambda, au PPA, pôle pénitentiaire d'Abidjan, là, il y a des jeunes là-bas qui, pour avoir pris un beau photo, sont là-bas, sont au PPA. Simplement pour avoir pris un beau photo, ils sont là-bas. Donc, au nom de quoi? Parce qu'eux, ils sont politiques, ils doivent être exemptés d'une situation de poursuite dans une affaire où ils sont incriminés. Je prends la peine de préciser. Je n'ai pas dit qu'il est coupable. Comme j'ai expliqué, je suis en train de parler de façon générale. De toute façon, celui qui est censé dire qu'il est coupable ou pas, c'est le juge, c'est le magistrat. Et on attend donc le 12, le jour du verdict, pour savoir. Mais je vais dire de façon générale, il faut qu'on sorte de cette logique-là, où parce qu'on est des hommes politiques, on est exempté de tout, on a tous les droits et on n'a aucun devoir. Ça, je ne suis pas d'accord. Franchement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de ce fait-là, parce que ce n'est pas au nom du fait qu'on soit politique qu'on peut se permettre tout, que tout peut être possible pour nous, tout peut être passé par tes profits parce qu'on est homme politique. Ça, je ne suis pas d'accord. Maintenant, je vais terminer là-dessus. Heureusement que tu as estimé que ce n'était pas, comment on appelle ça, le débat. Mais je pense que quand même, quand on évoque un truc sur le plateau, il faut éviter de jeter l'anathème sur toute une corporation. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire très attention. Parce que ces magistrats qui sont là, ce n'est pas des magistrats qui sont devenus magistrats sous le président Ouattara. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. On ne parle pas ici, messieurs, de la nomination ou du choix des magistrats. Il s'agit d'une réquisition et on attendra de voir dans la suite si cette réquisition est suivie ou non. Avec votre permission, nous avançons, messieurs. Merci beaucoup. Alors, regardons du côté de Kouté, Yopougon Kouté, ce qui s'est passé. Alors, ils n'étaient pas en mission, mais des policiers se sont retrouvés à proximité, on va dire ainsi, d'un fumoir. C'était dans le village de Kouté, dans la commune de Yopougon. Malheureusement, une fusillade a éclaté. Une personne
a perdu la vie. Ce sont au total donc 5 policiers, dont des stagiaires, qui ont été arrêtés. Sarah, petit commentaire sur la situation. Alors oui, bon, c'est toujours gênant quand on a des policiers qui sont impliqués dans ce genre d'affaires parce qu'ils sont censés évidemment représenter l'ordre et être exemplaires. Ce qui est un peu frappant dans cette histoire, c'est qu'il y a effectivement des stagiaires, donc de jeunes policiers qui commencent et qui sont là pour apprendre. Alors est-ce qu'ils ont participé à ce qui s'est passé ou est-ce qu'ils ont été, voilà, ils sont retrouvés dans cette situation avec des policiers plus seniors? En tout cas, ils vont devoir comparaître devant un tribunal militaire, car il s'agit ici de policiers et non de civils. Il y a un mort. Donc ça fait, je trouve, vu qu'ils sont tous arrêtés, qu'ils vont tous devoir comparaître, beaucoup de familles détruites, et dont une déjà endeuillée. J'espère que justice sera faite et que surtout on aura beaucoup plus d'éléments et d'informations sur ce qui a pu provoquer cet éclat. Absolument rien ne le justifie, bien sûr, mais quand on parle de policiers impliqués dans ce genre d'affaires, on a besoin, il est du devoir même des médias d'être très transparent dans cette histoire, car il devrait être irréprochable. Très bien, Herman, un commentaire. Ben, les policiers qui se retrouvent dans le fumoir, on pourrait s'imaginer qu'ils y sont allés pour aller essayer d'arrêter les éléments qui sont dans le fumoir, mais eux-mêmes être acteurs, je veux dire, des habitués du fumoir, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ce sont eux qui sont les garants de l'ordre, de la sécurité des populations. Donc, moi, je pense que peut-être une solution qui va être efficace, c'est de procéder à des contrôles de drogue, de stupéfiants, avant qu'un policier ne commence sa journée de travail. Je crois que dans d'autres pays, les tests d'alcool et de drogue, c'est systématique. Même au niveau de la police? Au niveau de la police, c'est systématique. Tu ne peux pas être sous l'effet de stupéfiants ou d'alcool à un certain degré et puis venir aller prendre fonction pour aller travailler comme ça. Et c'est cela, parce que s'ils sont arrivés à penser que rien ne peut leur arriver et qu'ils peuvent être comme des délinquants dans des fumoirs, se shooter avec des jeunes délinquants dans ces endroits-là, ça devient très grave. Parce qu'à qui on va se fier quand il s'agira de protéger les populations? Moi, j'ai bien peur pour cela. C'est vrai qu'on a pu saisir certains dans ce fumoir, mais les fumoirs à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, c'est légion. On connaît combien la drogue et les stupéfiants sont avec nous au quotidien dans nos quartiers. Donc, il y a des fumoirs partout, mais des gens en civil qui pourraient être des policiers dans des fumoirs, ça devient vraiment inquiétant. Très bien. Donc, voilà. Élisée, votre commentaire sur la situation? Oui, je crois que, comme mes prédécesseurs, déjà, c'est de dire déjà son désarroi devant une telle situation et puis, bon, sa stupéfaction. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ceux qui sont censés, en tout cas, combattre, je vais dire, la drogue, soit ceux-là qui se retrouvent dans un fumoir, et donc, en plus, qui font usage de leurs armes, il y a des fusillades, il y a mort d'hommes. Je trouve que ce n'est pas normal. Bon, quand je finis de dire ça, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà juste de la condamnation et qu'éventuellement des procédures soient ouvertes et qu'on ait le fin mot au final de cette histoire. Comment se sont-ils retrouvés là? Qu'est-ce qu'ils y faisaient? Et pourquoi aujourd'hui on est arrivé à cette situation? Est-ce des habitués, pardon, ou juste ils se sont retrouvés là de façon circonstancielle? Tout ça mérite d'être élucidé. C'est vrai que la hiérarchie déjà les a arrêtés et autres, on les a mis aux arrêts, mais il faut qu'à la fin on puisse nous dire exactement le fin mot de cette histoire. Se sont-ils retrouvés là par un heureux hasard? Ou bien sont-ils des habitués? Sont-ils, je vais dire, des toxicomanes? Ça aussi, il faut qu'on le dise ouvertement. Et puis, si tel est le cas, la procédure suit son cours jusqu'à son terme. En tout cas, Marius Comoy, l'autorité policière a pris la chose très au sérieux. Ils ont été arrêtés, déférés devant le tribunal militaire. Votre réaction là-dessus? Ah non, nous saluons la promptitude des autorités militaires, que dis-je, policières, dans ce dossier. Nous connaissons d'abord la rigueur qui incarne le premier responsable de la police nationale, que nous avons d'ailleurs connu au lycée de Daloa, et avec qui nous avons eu quand même à travailler à un certain moment.
Nous savons à quel point il tient donc à la sécurité des hommes et des biens. Et nous pensons que ce qui s'est passé à Abobo ne devrait plus être d'actualité au niveau donc de cette corporation importante pour garantir la sécurité des biens et des personnes. La police est un élément essentiel de sécurisation des biens et des personnes dans un État. Et les responsables de notre police nationale doivent faire preuve de fermeté, merci pour l'expression, de fermeté pour pouvoir naturellement extirper de leur rang des brebis galeuses. Parce que comment se fait-il que des policiers se retrouvent à proximité d'un fumoir et que de leurs échanges, de leurs discussions, des échanges de coups de feu partent et que des citoyens qui se trouvaient juste à côté de la boulangerie où eux, ils étaient réunis pour leurs échanges, à côté de ce fumoir, prennent des balles perdues, dont le jeune Marco, dont nous tirons le chapeau, et nous saluons la mémoire, qui est décédé au CHU de Trècheville, malheureusement, dont le jeune également Michel, qui lui a pris une balle dans les jambes. Et nous lui souhaitons donc un prompt rétablissement. Ce n'est pas normal que la police elle-même, qui devrait assurer la sécurité de ces jeunes gens, puisse être à la base de leur mort. Et donc nous saluons encore une fois la fermeté, la promptitude avec laquelle les autorités policières ont mené cette enquête qui a abouti à l'arrestation de ces 5 policiers, dont des stagiaires. Merci, messieurs. Alors, le mercredi 5 février 2025, aux alentours de 16h, un véhicule stationné devant le siège du COJEP a pris feu dans des circonstances pour l'instant non encore élucidées. Alors, Herman Aboua, le COJEP a produit un communiqué. Est-ce qu'on en sait plus sur cette affaire de véhicule qui prend feu devant le siège du COJEP? Oui, vous avez commencé à évoquer les faits. C'était donc hier aux environs de 16h. Un véhicule stationné juste au niveau du siège du COJEP qui se trouve à Cocody-Angré, dans la commune de Cocody-Dang, à Angré, a pris feu. Cet incident a créé une certaine stupeur, une certaine méfiance, une certaine peur auprès du personnel du siège du COJEP, surtout que l'acteur Charles Bégoudé était-il à l'intérieur? Je sais qu'il est revenu, il était en déplacement à La Haye, en Hollande, il est revenu. Je ne peux pas vous dire exactement s'il était là, il était à son siège, mais toujours est-il que le personnel présent a eu vraiment peur. Heureusement, les sapeurs-pompiers sont arrivés aussi rapidement. On circonscrit. Ah oui, il était là. Alors, le communiqué nous dit, face à cette situation inquiétante, le président du parti, donc Charles Bégoudé, et l'ensemble du personnel ont été évacués. Donc il était là. Donc les pompiers ont réagi promptement pour régler. Dieu merci, il n'y a aucun blessé. Véritablement, ça, tout de même, ça pose des questions de la protection de nos acteurs politiques, surtout quand ils sont de premier rang. Et je crois bien que cet incident, Dieu merci, peut-être que les enquêtes vont permettre de savoir véritablement. On souhaite que ça soit vraiment un véhicule de façon anodine qui ait pris feu et qu'il n'y ait pas là une tentative criminelle. Mais en même temps, il faut rappeler qu'il n'y a pas très longtemps aussi, toute sa plantation, une bonne partie de sa plantation de cacao et autres a pris feu, incendié en plein centre. Ça, par contre, c'était plus ou moins criminel. Donc, on espère que ça n'a rien à voir, ça n'a aucun lien. Très bien. Alors, Élisée, quel est votre commentaire? Herman estime que, on espère que c'est juste quelque chose qui est arrivé comme ça par hasard, et que si c'était criminel, ça allait être compliqué. Mes premiers mots, c'est de dire gloire à Dieu et puis merci, qu'il n'y ait pas eu de décès, qu'il n'y ait pas eu d'incident majeur, que surtout la vie du président du COJEP et de ses collaborateurs a été préservée. C'est déjà une grâce. Vous imaginez si ça avait été l'effet contraire aujourd'hui, dans quelle situation on serait déjà avec tout ce qu'on sait. Donc on ne peut que bénir Dieu d'avoir épargné la vie du président Charles Bégoudé et de ses collaborateurs. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas grand commentaire à faire là-dessus, si ce n'est d'appeler de nos voeux rapidement que les enquêtes puissent situer ce qui s'est réellement passé. Et voilà, si c'est un incident, si c'est un incendie anodin ou si c'est un acte à portée criminelle, on espère que les enquêtes nous situeront dans les jours à venir.
Mais je crois qu'aussi c'est l'occasion d'appeler tout le monde à la vigilance, parce que ne perdons pas de vue qu'il y a des personnes qui, elles, voudraient bien voir ce pays-là s'embraser, qui ne travaillent matin, jour et nuit que pour ça. Voilà, et donc ils vont chercher des situations juste... créer des situations qui peuvent amener les uns et les autres à se braquer davantage et de créer une certaine suspicion et même une psychose dans la population. Mais toutes ces personnes-là, je crois que nous, on les soumet à la rigueur des forces de sécurité qui, elles, doivent veiller et être très vigilantes et suivre cette situation-là de façon rigoureuse pour ne pas que finalement on ait des incidents qui soient beaucoup plus graves que celui-ci. Marius, comment est c'est un événement dont le caractère soudain et inquiétant suscite une émotion profonde et surtout beaucoup d'interrogations et des interrogations que nous jugeons d'ailleurs légitimes tant au niveau des responsables du COJEP que dans l'opinion publique. Mais j'avoue qu'à ce stade donc, de la situation qui a prévalu, comme l'a dit Élisée et les autres, il faut laisser donc nos services compétents en charge de l'enquête de nous situer sur les tenants et les aboutissants d'une telle situation qui heureusement n'a pas fait de victimes, mais il faut faire en sorte que ça soit des choses que nous ne vivions pas sur nos cieux, vu que cela s'est passé à côté, pour ne pas dire à l'entrée pour ne pas dire à la déventure du siège d'un parti politique et non des moindres, celui de M. Charles Blé Goudet. Très bien, messieurs. Alors, avant d'aller au journal, on a juste un petit temps pour vous parler un peu du Guinness Record. On a encore une autre Ivoirienne qui s'y lance. Il s'agit de Mylène Amon qui vise un record Guinness avec 150 portraits en papier art. Alors, Sarah, record Guinness, on remet une couche. Oui, on recommence. On recommence. Bon. Alors, elle compte faire ses portraits en combien de temps, justement? Est-ce que vous avez des infos là-dessus? 120 heures, 5 jours, comme Zénab. Zénab, voilà. Oui, merci. Sarah, petit commentaire. Oui, non, je pense que ce genre de compétition, bon, j'ai jamais été vraiment fan des Guinness Records. Pourquoi, Sarah? Parce que des fois, on vous pousse à vraiment vous dépasser sans se soucier de la santé. Je ne parle pas forcément de cette compétition en question. Catégorie. Mais en même temps, c'est volontaire aussi, Sarah. Oui, bien sûr, c'est volontaire. Mais je pense aussi que, bon, je pense positivement et négativement de la chose, on va dire. Négativement parce que parfois, il y a des compétitions qui vous poussent vraiment à dépasser vos limites sans considération vraiment de l'impact sur votre santé. Bon, là, ce n'est pas forcément le cas. Mais c'est aussi un tremplin très intéressant pour pouvoir faire parler de soi, de son art, ici en l'occurrence, de se faire connaître. Et surtout que l'engouement est très, très, très fort et très important, surtout en Côte d'Ivoire. On l'a vu très récemment aussi avec Zineb. Donc oui, bon courage à elle. On espère qu'elle atteindra ce record mondial. Et beaucoup de chance. Et je l'espère aussi par la suite, une belle reconnaissance et un bel impact sur sa carrière. Herman? Oui, je pense qu'elle s'est fixée de faire 150 portraits en 5 jours, donc 120 heures. Je crois qu'il y a longtemps qu'elle s'exerce. Et il faut dire qu'elle travaille sur l'illusion optique. Elle fait des portraits en illusion optique sur papier. On a déjà vu les premiers jets. Elle a fait commencer avec nos différents présidents de la République. Elle a fait pour le président Oufoué, elle a fait déjà pour le président Alassane Ouattara, le président Bédié, Laurent Gbagbo et autres. Elle vient, je crois que les 150 portraits qu'elle fera, elle a choisi des personnalités comme ça qui représentent la Côte d'Ivoire. Sa technique est tellement intéressante. Il faut dire qu'elle découpe du papier afin d'obtenir un portrait en illusion optique. C'est-à-dire qu'elle fait en sorte qu'à partir du papier, vous voyez le visage d'une personnalité. Moi, je pense que c'est une technique, au-delà même de l'ambition du record Guinness, au-delà, c'est une technique vraiment à creuser. Et je crois bien que depuis là, elle s'exerce, elle peut y arriver. Élisée, on va le poursuivre. On sait qu'on pourra donc, avec Mylène, avoir ce record-là. Oui, moi je crois qu'avec la solidarité que les Ivoiriens ont commencé à afficher et qui d'ailleurs ont affiché avec le record Guinness de Zénab, je pense qu'avec un tel soutien, on ne peut que réaliser l'exploit. Moi j'y crois, en tout cas elle a tout mon soutien.
Et c'est aussi le lieu de féliciter les Ivoiriens qui savent franchement, quand on est en face de tels défis, faire taire, je veux dire, leurs considérations ou leurs divergences et puis faire bloc autour de cet objectif-là. C'est le lieu aussi de les appeler à, de la manière ils se sont mobilisés pour Zénab à en faire autant pour Mylène et afin que, comme je le dis, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire qui flotte au haut dans le monde. Il faut qu'on puisse, tant que c'est possible, apporter notre soutien, encourager et lui apporter vraiment le soutien dont elle a besoin. Je lui dis, Dia, bravo, félicitations pour une jeune dame de nous mettre en face d'un tel défi. Je ne peux que la féliciter. Et je crois que c'est un modèle, un exemple qu'il faut montrer aux plus jeunes et qui doit servir pour les générations présentes et à venir. Marius Komoué, de par ce record Guinness, les Ivoiriens montrent qu'ils n'ont peur de rien, qu'ils peuvent aller au charbon, comme on le dit, travailler d'arrache-pied. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire sur le nouveau mindset, justement, ou ce mindset qu'on reconnaît, justement, à la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Mais c'est cela, justement, que nous appelons de tous nos voeux. De nouvelles initiatives émanant de jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes qui défient justement, j'allais dire, l'entendement. Parce que le travail abattu par Zénab, qui pouvait l'imaginer? Bon, aujourd'hui, cette jeune dame, Mylène, qui s'engage naturellement à lancer un tel processus et à battre un record mondial, c'est des choses que nous devrons célébrer. Les exemples que nous recherchons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ce type de jeunes dames qui, au lieu d'aller faire autre chose, comme le font certaines, ont décidé de montrer qu'elles ont des talents. Et ces talents-là, comme vous, Christelle, vous l'attestez, comme le montre ici Sarah. Oui, c'est ce genre de jeunes dames que nous voulons célébrer dans notre humanité, dans notre société, et non des gens qui, naturellement, à travers les réseaux sociaux, s'exhibent pour montrer que, bon voilà, elles ont des rondeurs, elles ont ceci ou elles ont cela. Voilà la Côte d'Ivoire que nous voulons, la Côte d'Ivoire de défis, la Côte d'Ivoire de jeunes et des jeunes filles, des jeunes gens capables de relever des défis pour faire justement honneur à la nation. C'est ces gens-là que nos politiques doivent recevoir dans leurs bureaux. Très bien. Herman, on parle justement du record Guinness de Zénab. Oui. Moi, ce que je voudrais dire... Vous voulez faire un point sur le record Guinness de Mylène Hamon, c'est déjà gagné d'avance. Parce que c'est la première fois que cette catégorie de portrait en illusion optique se fait. Donc, elle fait un challenge. Si elle atteint même 130, il faudrait qu'il y ait d'autres personnes pour battre son record. Donc, elle a gagné d'avance. Contrairement à Zénab, où elle devait battre un record déjà établi. Guinness d'autres qui étaient déjà établis. Donc, il faudrait faire la précision dans ce sens-là. Maintenant, jusque-là, je fais mes recherches. Je ne crois pas encore que le comité de record Guinness International ait statué encore sur le record Guinness de Zénab. Aujourd'hui, on est fiers de l'exploit, qu'elle même cette ambition, cette volonté de le faire, mais il faudrait qu'on soit calme parce que le comité, parce qu'ils se donnent toujours un temps pour analyser, pour observer selon leurs critères avant de donner leur verdict. Il faudrait qu'on soit patient. Elle est dit à notre, comme les Ivoiriens le disent, elle est dit à notre record Guinness pour ce qu'elle a fait au niveau de la cuisine. Mais il faudrait toujours attendre le verdict officiel. Mais dans tous les cas, elle a fait un travail extraordinaire. Jamais fait ici, voilà, en terre des Burnies. Donc elle a fait un travail qu'il faut toujours applaudir en attendant, évidemment, donc que le record décide. Élysée, rapidement. J'écoutais Eman parler, ça m'a fait un peu sourire parce que je lui ai dit que la manière de travailler du comité de record Guinness ressemble inexorablement, je lui ai dit, à nos institutions lorsqu'il s'agit des élections. Jusque-là, on n'a pas encore le résultat. Après presque un mois après, je lui ai dit, 3 semaines ou un mois, je lui ai dit, après ça, on n'a toujours pas le résultat. Non, c'est juste pour chahuter, mais c'est pour dire que souvent aussi, on est très acèbre avec, je lui ai dit, nos institutions et puis nos dirigeants. Mais il faut souvent aussi regarder un peu à l'extérieur. Les choses ne se font pas forcément de la meilleure des manières. Mais il faut les encourager à s'améliorer. Il faut les encourager à s'améliorer. Merci, messieurs. Merci, Eman. Merci beaucoup. S'il vous plaît, dans le sujet, vous voulez aller à l'autre. Non, c'est la précision que je voulais faire. Fais-moi le faire, c'est en une phrase. Rapidement. Le comité record Guinness International a son délai, donc ça peut s'allonger. Merci beaucoup. Le délai constitutionnel pour connaître les résultats en Côte d'Ivoire, on le connaît aussi. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve pour la seconde partie. À tout à l'heure.
Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis sont toujours là. Nous a rejoint en plateau M. Kadé Ogé Seoulou, coordonnateur des projets digitaux au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Avec lui, nous parlerons de la plateforme de sécurisation et de digitalisation des actes de justice. Quel enjeu en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bonsoir et merci d'être avec nous. On prendra langue avec vous tout à l'heure, mais avant, écoutons Élisée Boloubeu dans sa chronique. Il nous parle aujourd'hui des mines et hydrocarbures, véritable levier de croissance en Afrique, Élisée. Oui, exactement, Christelle, c'est de ça qu'il s'agit. La chronique d'aujourd'hui portera sur les mines et hydrocarbures qui aujourd'hui constituent des leviers véritables de croissance au niveau de l'Afrique. Nous allons donc demander qu'on nous positionne les différents slides. La slide 1, il faut déjà noter que depuis un rapport de PricewaterhouseCoopers, PwC, en date de 2019, 7,5% des réserves mondiales de pétrole proviennent de l'Afrique. Et nous avons 7,1% des réserves mondiales de gaz qui proviennent également de l'Afrique. Aussi, il faut noter que depuis 2017, le Sénégal, depuis 2017, le Sénégal a intégré le top 3 des contributeurs mondiaux en termes de gisements de gaz offshore avec 2 découvertes majeures qui ont été faites au large du Sénégal. On peut nous faire passer les slides si possible. J'ai l'impression qu'on ne les a pas aujourd'hui. OK, d'accord. Mais il faut juste noter que la part de l'Afrique dans les transactions pétrolières, en dépit de tous ces, tous ces offshore et toutes ces mines-là, la part de l'Afrique dans les transactions pétrolières et gazières mondiales est tombée de 16% à 4%. Extraordinairement. Wow, comment cela ? De 16% à 4%. Ça s'explique un peu. Parce qu'entre-temps, pendant que nous, on travaille pour pouvoir vraiment accroître nos gisements, accroître nos ressources pétrolifères, de l'autre côté, les autres aussi travaillent en réalité. Mais, in fine, là où il y a le problème, c'est que nous ne sommes pas des transformateurs. C'est cela. Généralement, la plupart du temps, les produits sont des produits bruts. Et quand les gens le prennent, le transforment, finalement, ils mettent ça sur une comptabilité leur appartenant, en fait. Donc, ça devient un peu plus compliqué. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, nous puissions aussi transformer ces matières premières-là, notamment les produits issus des mines et des hydrocarbures. Bon, quand je finis de dire ça, ce qui m'intéresse, c'est la situation de la Côte d'Ivoire. Exactement. Voilà. Donc, il faut dire, noter que la production pétrolière et de gaz naturel en Côte d'Ivoire est en train de monter en puissance avec la découverte, comme vous le savez, des champs baleines qui ont commencé à produire depuis pratiquement 2 ans. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que les productions aujourd'hui réalisées sont au-delà de ce qui était escompté. Figurez-vous aujourd'hui qu'on est à environ entre 50 000 et 60 000 barils de pétrole par jour produits au niveau de baleines, alors que les prévisions nous donnaient 35 000 barils par jour. Donc là, on est vraiment dans une très bonne dynamique et il y a une phase 3 de production qui est même prévue et qui pourrait faire passer ce chiffre-là environ à 85 000 barils. Comme on l'a dit, in fine, d'ici 2027-2028, c'est d'arriver à 200 000 barils jour. Imaginez, c'est un peu ce que produit le Nigeria maintenant. Et donc, ça veut dire... même transformer également. Voilà. Donc, et nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a la société ivoirienne de raffinerie. Donc, ils raffinent le pétrole. Parce que le Nigeria, ce n'était pas le cas avant la raffinerie de Dangote. Donc, ils venaient même raffiner le pétrole en Côte d'Ivoire. C'est déjà un atout que nous avons. La production cumulée, comme je l'ai dit, de ces 2 phases-là va être entre 80 et 85 000 tonnes. Maintenant, au niveau des mines, ça, c'est ce qui concerne 85 000 barils par jour. Au niveau des mines, parce que aussi, il faut le noter, selon le ministre des Mines et des Ressources, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, il faut noter qu'aujourd'hui, les ressources minières exploitées s'élèvent à 152 tonnes d'or qui sont prévues actuellement avec une durée d'environ 20 ans. Ça vous dit que nous avons encore des réserves importantes sur lesquelles il faut capitaliser. La Côte d'Ivoire poursuit son dynamisme minier. Les 152 tonnes, Élisée, permettez, c'est par an, c'est... Non, c'est 152 tonnes sur une durée d'environ 20 ans. OK. Voilà, 152 tonnes. La Côte d'Ivoire poursuit son dynamisme minier boosté par l'entrée en production de 5 nouvelles mines d'or en 2023. Il y a la mine de Séguéla, il y a la mine d'Abuja au niveau de Daloa, il y a la mine de Lafigué, il y a les mines... la mine de Lafigué, oui, et puis il y a les mines de Tieto Minéral au niveau de Daloa. Et l'or est la ressource minière la plus exploitée en 2023 et avec 174 permis d'exploration. Nous comptons aujourd'hui en termes de mines d'or 14 mines industrielles, 227 mines semi-industrielles et 149 000 artisanales actives. La production aussi de manganèse est passée de 1 325 525 tonnes en 2020 à 961 261 tonnes en 2021. Vous voyez qu'il y a une baisse là, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les ressources vraiment sont livrées de façon, je dis, brute, alors qu'on a besoin vraiment de les transformer. Donc, ce qui fait qu'on perd un peu plus. Mais il faut retenir, pour finir, que la production de diamants devrait reprendre sa progression
Parce que là, on a découvert beaucoup de mines de coltan, d'or et autres. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'au niveau du diamant, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Donc la production devait reprendre sa progression et se situer au niveau de 5050 carats en 2025, là où on était à 5100 carats en 2026. Donc aussi, le secteur minier a généré en 2021 un chiffre d'affaires, écoutez bien, de 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros. Wow. Voilà que le secteur minier a généré en 2021. En 2022, la contribution du secteur minier aux recettes fiscales s'est élevée à 380 millions d'euros. Donc sur ce, nous allons terminer et nous allons dire aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, je veux dire, après l'agriculture, qui était jusque-là l'élément essentiel de notre croissance, aujourd'hui, nous avons quelques leviers sur lesquels nous pouvons capitaliser, notamment le levier minier et le secteur hydrocarbures. Je vous remercie. Très bien, très bien. Alors, messieurs, s'il vous plaît, la parole est donnée. Merci. Messieurs, dames, Herman. Il faut me Pas de commentaires. S'il vous plaît, messieurs. Il ne nous non, reste pas assez de temps. Nous avons un invité. Je suggérerais, Élisée, que le sujet revienne, qu'on en fasse un débat, parce qu'apparemment, il y a pas mal de questions à poser, mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Marius Como Herman, s'il vous plaît. Nous allons ensemble recevoir Monsieur Kadéogé Seoulou, je le disais. Il est coordonnateur des projets digitaux au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Parlons de la plateforme de sécurisation et digitalisation des actes de justice. Alors, avant d'en arriver aux enjeux, qu'est-ce que c'est? Présentez-nous cette plateforme-là, je vous prie. D'accord. Merci, Christelle. Merci, mesdames et messieurs les chroniqueurs. La plateforme de sécurisation et de digitalisation des actes de justice est un outil numérique. C'est un site web, mais qui détient une application qui permet à n'importe quel Ivoirien aujourd'hui en Côte d'Ivoire, peu importe son emplacement dans le monde, de pouvoir initier une demande de certificat de nationalité, de pouvoir renseigner les informations de sa demande directement sur la plateforme, de pouvoir charger les pièces justificatives de cette demande-là, de pouvoir payer en ligne grâce à tous les différents canaux numériques de paiement qu'on a ici en Côte d'Ivoire, de pouvoir initier sa demande et sa demande va dans les juridictions. La demande étant arrivée dans les juridictions, la juridiction... Sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, on a 2 juridictions connectées qui sont Dabo et Yopougon, mais la contrainte de positionnement géographique n'empêche pas n'importe quel Ivoirien de pouvoir lancer une demande électronique parce que le justiciable reçoit une version électronique de son certificat de nationalité. Donc on peut être à Korogo, on peut être à Man, on peut être à Boaké et puis faire une demande par exemple à Yopougon, ça sera traité. Et la magie dans l'affaire, c'est qu'à chaque niveau du traitement, le justiciable est notifié. Lorsque le dossier part d'un bureau à un autre, il reçoit une notification. Pour montrer l'avancée, en fait. Il a un lien sur la plateforme qui lui permet de faire un suivi de l'évolution de sa demande. Et on s'est donné 72 heures pour lui faire un retour définitif sur le traitement de sa requête. Donc, au bout de 72 heures, il reçoit une version électronique qui embarque toute la sécurité de l'acte et qui fait foi. La version électronique produit les mêmes effets de droit que la version papier. Donc du coup, sans avoir besoin de se déplacer, il a un certificat qui est fiable. Très bien. Sarah, question, commentaire. Oui, alors aujourd'hui, pour moderniser et sécuriser les actes judiciaires, c'est très bien qu'on ait une personne qui soit vraiment chargée de coordonner les projets digitaux. Sans digital, ce n'est pas réalisable. Alors ma première question, c'est aujourd'hui, on connaît tous l'impact de l'intelligence artificielle, comment elle facilite toutes les tâches répétitives, et puis surtout la blockchain aussi, qui est un système infaillible pour garantir l'intégrité des documents. Quel est aujourd'hui, où en est-on, si ça fait partie de vos projets, de la mise en place et du déploiement de ce genre d'outils? D'accord. Allez-y. La blockchain, là, ça fait la 3e fois que la question revient. En réalité, c'est vrai que la blockchain garantit l'infaillibilité, comme on dit. C'est cela, c'est l'infaillibilité. Voilà, du document qui est généré par le système. Mais en même temps, c'est une technologie qui est dite émergente. C'est une technologie nouvelle et qu'une administration ne peut pas embarquer dans ces process sans avoir maîtrisé tous les contours environnants. Donc c'est vrai que c'est une innovation, mais le ministère de la Justice ne produit pas un outil qui n'est pas maîtrisé. D'accord ? Et donc, en mettant en place une solution numérique, on va sur une solution
qui est éprouvé, avec un niveau de sécurité qui est connu, qui est utilisé dans d'autres environnements et qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peut-être des expériences au niveau de la blockchain, mais il est de la bienséance de permettre, par exemple, au ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, qui conduit la politique nationale en matière de transformation digitale, d'adopter d'abord cette technologie-là et de la recommander aux administrations sectorielles comme le ministère de la Justice pour l'intégrer au niveau de ces processus digitaux. Pour le moment, ce n'est pas le cas encore. Très bien. Sarah, on continue, on poursuit? Oui, alors justement, juste une petite relance par rapport, vous le disiez, voilà, au niveau du service public, vous n'avez pas forcément assez expérimenté l'outil. La blockchain. La blockchain, oui. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas des entreprises tech ivoiriennes ou internationales, même parfois aussi des startups, qui maîtrisent ce processus et avec qui vous pourriez vous associer pour développer ces systèmes de manière plus efficace et bénéficier de leur expérience? D'accord. En fait, en digital, arrivé un moment, on fait des choix. D'accord? Si l'objectif est de sécuriser et de garantir la fiabilité du document, la blockchain est une des solutions, mais ce n'est pas la seule solution. Très bien. Voilà. Donc, nous, le ministère de la Justice, on a opté pour un système qui est aussi sécurisé avec un tiers de confiance qui est quand même le CEV, qui est une agence internationale mondiale qui a plus de 20 pays et pas des moindres, qui sont affiliés à cette agence-là, qui permettent de délivrer des documents administratifs avec la sécurité de la donnée. Non pas forcément la sécurité physique, mais de la data qui est dans le système. Très bien. Donc je pense que ce niveau de sécurité, il est quand même assez élevé et il fait preuve. Si on l'a utilisé, par exemple, pour protéger des passeports, si on l'a utilisé pour protéger des cartes nationales d'identité dans des pays évolués, je pense que c'est un système qui est éprouvé. Et avant de se mettre à développer une solution informatique, on cherche à résoudre un besoin. Nous, notre besoin, c'était non seulement de garantir la sécurité de nos différents actes, mais également de permettre aux administrations au niveau national comme international de pouvoir les authentifier. Très bien. Donc, quand on passe sur une solution qui est utilisée ailleurs, par un système d'interopérabilité, d'autres pays peuvent certifier, authentifier les documents qu'on produit. Voilà. Donc, c'est un choix avec connaissance de cause. On a opéré un choix en fonction du cahier de charges qui était défini. Très bien. Herman Aboua, je pense que vous êtes un homme heureux aujourd'hui. Je suis très heureux. Parce que vous avez été toujours le chantre sur ce plateau de la digitalisation de l'administration judiciaire. Je voudrais dire bravo au ministère de la Justice. Au ministre de la Justice. Parce que j'ai fait ici par le passé un épisode dans le Mood Herman où j'ai parlé de ce système mafieux dans l'établissement de nos actes de justice. Ça veut dire quoi, système mafieux, Herman? Mais partez, heureusement qu'on a maintenant cette facilitation-là, et cette simplification, cette sécurisation avec ce système qui est digital. Il y avait des individus donc qui... Vous partez des magouillards qui sont là en courtage, ils cherchent, ils flairent ceux qui viennent faire des documents, ils se font passer pour des gens qui sont... Voilà, c'est des intermédiaires. Voilà, donc, ils prennent l'argent des usagers et ils vont à l'intérieur. Finalement, ça devient un chantage. Les délais ne sont pas respectés pour la production d'un acte simple. Souvent, ils ont des faux papiers. Un faux papier, mais le problème, c'est qu'ils avaient toujours leurs complices dans le système. Et cela vient mettre fin à ce réseau, moi je dis mafieux, qui gangrénait le système judiciaire. Heureusement que nos préoccupations, le ministère de la Justice en tient compte. Parce que pour un acte, un document qui est important, mais qui en même temps qui est un droit qu'on doit pouvoir avoir à tout moment, ça devient maintenant une montagne russe. C'était trop compliqué. En tout cas, je vous dis bravo. Et continuez de digitaliser. Continuez, il y a plusieurs autres actes. Moi, je vous dis, donnez l'idée à nos responsables du ministère de l'Intérieur aussi, parce qu'au niveau des sous-préfectures, ça aussi, pour avoir un simple extrait d'acte de naissance, c'est vraiment... il faut faire le chemin de croix. Même quand on n'est pas encore à la veille de la Pâque. Et Auger, ce n'est pas dans toutes les préfectures également. Il faut toujours relativiser. Je vais essayer de... Allez-y, Auger. Il faut relativiser. De donner un mot par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure. Il faut rassurer les Ivoiriens sur non seulement le niveau d'expertise que la Côte d'Ivoire a en matière de digital, sur le savoir-faire
que les Ivoiriens ont en matière de digital. Effectivement, il y a des startups qui sont dans la blockchain en Côte d'Ivoire que je connais, mais ce n'est pas le choix politique de l'administration judiciaire de protéger ses actes avec ce système. Ça, on l'avait compris. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne l'ensemble des actes administratifs au niveau national, il y a des initiatives qui sont en cours. Il y a des initiatives qui sont en cours. Vous avez parlé de l'extrait d'acte de naissance. Arrivé à un moment, on aura un dépositaire des actes administratifs. Ce dépositaire des actes administratifs, soit ça sera une nouvelle structure qui va être créée, qui va avoir toutes les habilitations, soit ça sera l'ONESI. D'accord? Et l'ONESI a des bases de données assez riches. Et le système qui a été conçu par le ministère de la Justice permet justement d'interroger les bases de données au niveau national pour valider, par exemple, une des pièces justificatives. Ça se fait de manière automatique. On a un modèle mathématique des gens qui n'est pas une IA, je ne pourrais pas dire une IA, mais un modèle mathématique qui fonctionne comme une IA, qui dit déjà quand il y a des anomalies au niveau du traitement. Donc je veux dire qu'il y a un début. Il y a un début d'automatisation, d'intelligence dans ce qui se fait. Et l'État a pour ambition de centraliser la gestion des actes administratifs et de permettre aux Ivoiriens d'y accéder facilement. Très bien. Voilà. C'est pour ça qu'il y a le NNI, par exemple. Très bien. Voilà. Élisée, commentaire ou oui, question? Je vais poser la question, mais juste avant, juste une précision, parce que moi, je suis allé quand même au contact. Quand j'ai appris la nouvelle, tellement j'étais stupéfait, j'ai cherché à comprendre un peu ce qui avait motivé et quel a été le travail. Et je voudrais, à la suite de M. Auger, préciser peut-être quelque chose qui va encore faire plaisir à Eman. C'est que non, les jeunes qui ont travaillé, ceux qui ont travaillé sur cet outil-là, en majorité, d'ailleurs, je dirais que c'est des jeunes Ivoiriens, vraiment qui disposent d'une technologie extraordinaire, qui ont montré qu'ils sont hyper intelligents. Je suis allé, comme je l'ai dit, vraiment m'informer, me renseigner. Et ces jeunes-là, ils sont habitués ici. On ne les a pas fait venir d'Avad. Ils sont ici et c'est eux qui ont réalisé cette prouesse-là et qui sont en train de réaliser d'autres choses encore. Donc ça, c'est déjà de dire que contrairement à ceux qui s'en vont faire sexe, pression, bien, c'est pas quoi aux États-Unis, sextorsion aux États-Unis, c'est pourquoi il ne faut pas qu'on mette vraiment trop d'accent dessus, parce qu'il y a des jeunes ici qui sont plus nombreux et qui font de très bonnes choses. Quand je finis de dire ça, ma prochaine question, vous avez digitalisé. Aujourd'hui, je sais qu'en 3 jours, je peux avoir mon extrait. L'une des choses qui m'intéresse, c'est quoi le coût de cette prestation-là? Parce que souvent, quand nous, on partait à la justice, là, vraiment pour un certificat qui est censé nous revenir à 2500, souvent on restait 5000. Et puis on est pression de près 10 000 souvent. Donc, c'est quoi le coût, justement? On a besoin de savoir. Justement, non, c'est un point. C'est un très bon point, Sarah. Oui, elle dit que selon elle, il ne devrait pas y en avoir. Alors, réaction, monsieur Roger. De coût, on va peut-être arriver. On va l'écouter. On va peut-être arriver au niveau où on n'aura pas de coûts sur les actes de justice. Ça va peut-être arriver. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les coûts des actes de justice sont dans la loi. Sont connus, oui. Voilà, sont connus et ont des assises législatives. Donc, si on veut faire sauter, il va falloir revoir la loi. Donc, peut-être que ça va être une autre démarche, on verra bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le coût de l'acte, il est conforme à ce qui est dans la loi, c'est 2500. C'est un service numérique, on fait une collecte de monnaie électronique. Donc, à coup sûr, ça génère des frais de service qui sont autour de 500 dans notre cas. Donc, on ne payera pas plus de 3000 pour pouvoir faire sa demande de certificat de nationalité. Voilà. Et tout est tracé. Il n'y a pas de magouilla. Vous juste l'obtenir au bout de 72 heures, c'est déjà super. Et aujourd'hui, petite expérience avant de venir à cette émission, dans les retours qui nous sont faits par rapport au comportement de la plateforme, parce qu'aujourd'hui, ça fait une semaine, on a des personnes qui ont pu avoir le certificat en 24 heures. Au lieu de 72 heures. Les 72 heures, c'est le maximum. Sinon, on a un taux de traitement des demandes qui est de 62%. Avant l'émission, j'ai consulté, 62%. Au niveau des demandes initiées et des demandes traitées, on a traité environ 62% de ces demandes-là. Très bien. À ce stade. Écoutons Marius Komoué qui a eu en moins d'une semaine. La dernière question avant qu'il nous donne les derniers détails. J'avoue que c'est une initiative véritablement louable. Tellement les populations ivoiriennes se sont fait gruger devant les tribunaux par des personnes comme les a qualifiés mon ami et frère Herman Aboua. N'empêche que j'ai besoin de savoir exactement, puisque vous n'êtes pas, en tant que ministère de la Justice,
vous n'avez pas en charge la conduite donc, de la transformation digitale au niveau national. Avez-vous justement une approche avec l'ANSUT, qui est l'Agence nationale du service universel des télécommunications? Quels sont les rapports que vous entretenez dans la mise en œuvre de la digitalisation des actes administratifs et plus particulièrement des actes de justice? Monsieur Auger? D'accord. Il y a un ministère de la transition digitale. Numérique. Non, il y a un ministère de la transition numérique et de la digitalisation. Exactement. Donc, rassurez-vous, le ministère a été informé de toutes les évolutions à chaque étape du processus. On a mis en place une bonne approche de gestion de projet. Et même avant le lancement, on a eu une grande réunion avec tous les acteurs qui ont un intérêt dans ce lancement-là. Parce que l'idée, c'est peut-être d'ouvrir des API qui vont permettre à la fonction publique, par exemple, de consommer des certificats de manière automatique sans qu'on ait besoin de venir les fournir. Mais ça, c'est les prochaines étapes. Mais je veux dire qu'on a bien fait les choses. Le ministère de l'économie numérique, à travers le DG de la digitalisation, a pu venir regarder l'application avant même son lancement. Et pour ajouter même à ce qui est dit, c'est qu'ils ont contribué au moment où on devait élaborer le cahier de charge de conception de la solution. Ils nous ont dit on souhaiterait que ce soit comme ci, ce soit comme ça. L'ajout de, par exemple, l'ONESI avec la NNI et tout ça, ce sont des idées qui viennent du ministère de l'économie numérique et de la digitalisation. On a terminé, J'ai un dernier petit point qui est important. Un petit point très court. On sait bien que le pays n'est pas totalement mots. couvert par justement la connexion Internet. Nous savons que l'ANSUT, à la matière, a fait du bon travail en couvrant le pays par 7000 km de backbone. Mais aujourd'hui, nous savons aussi que beaucoup de régions restent encore non couvertes par la digitalisation. Et pourtant, il y a des tribunaux qui sont encore dans ces régions, dans ces zones. Comment pouvez-vous régler cette question également? D'accord. Déjà, pour fournir Internet dans des zones, on n'a pas forcément besoin d'avoir la fibre partout. Exactement. Si on a la fibre partout, c'est dans le monde meilleur. Absolument. Mais sinon, aujourd'hui, il y a des liaisons satellitaires, il y a toutes sortes de technologies qui peuvent être couplées pour résoudre les problèmes qu'on pourrait avoir. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a des agriculteurs qui ont Internet dans leurs plantations pour pouvoir résoudre des problématiques urbaines ou villageoises. Et ça, je sais de quoi je parle quand je le dis. Je veux dire que peu importe la problématique à laquelle on fait face, on adresse le besoin en fonction des technologies qui sont disponibles. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, Merci. Monsieur Auger, on a terminé notre plateau. Si vous aviez un dernier mot, et surtout, sur quelle application les Ivoiriens devraient pouvoir partir pour pouvoir avoir accès donc, à leurs documents? Quel lien? Le lien d'accès, c'est E-6 justice.ci. Peut-être qu'il faut ajouter avant 3W. Non, peu importe. Non, non. Ok, d'accord. Que vous, Si vous que laissez vous le ajoutiez monsieur, donc, allez-y. www.e-justice ou pas, le lien, c'est E-6 justice.ci. Vous allez sur la plateforme. Moi, en tout cas, personnellement, j'encourage tous les Ivoiriens, sans exception, à faire la procédure. Parce que non seulement ça nous permet de constituer la base de données des certificats de nationalité, mais à la fin de la journée, on va finir par passer par la plateforme. Donc, tous ceux qui ne sont pas dans le système digital vont finir par être embarqués. Donc, autant profiter et puis commencer à s'enregistrer. C'est super facile. Si vous avez des problématiques, il y a le numéro, le contact est directement dans la rubrique contact. Vous pouvez appeler, il y a un call center qui est derrière. Le ministère de la Justice a voulu bien faire les choses et donc il faut peut-être l'encourager. Mon dernier mot, c'est que cette initiative est venue du gars des Sceaux lui-même. Du ministre. Du ministre de la Justice. Et c'est lui, c'est vraiment lui le vrai coordonnateur de projet digital parce que c'est lui qui porte. C'est lui qui nous dit on ne veut pas comme si, on n'est pas des juristes. Très Donc, bien. franchement, les instructions viennent de lui et ces instructions sont très claires. Et c'est tout à son honneur. Merci beaucoup, Monsieur Auger. Messieurs. Je voulais donner non, une non, phrase, ne mais donnez bon. pas de phrase. Ne donnez pas de Féliciter non, encore non. le ministre. D'accord, merci. Vous l'avez déjà fait, Herman. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Auger Kadese Oulou, coordonnateur des projets digitaux au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il s'agissait avec vous de parler de la plateforme de sécurisation et de digitalisation des actes de justice. Tous les Ivoiriens donc sont priés d'aller sur le lien, de taper le lien E-6 justice.ci pour avoir leurs différents documents. Merci d'être venus. Les amis, merci Sarah, Merci Christelle. Herman, Marius, Élisée. On se retrouve demain pour une autre émission. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.